semaine, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, très heureuse de vous retrouver. Et pour ouvrir le bal de cette semaine, je reçois pour vous un député national. Vous le savez, le pays était, je peux me permettre l'expression, est vraiment en ébullition. Et beaucoup aujourd'hui pointent du doigt les députés nationaux par rapport à leurs émoluments, par rapport à leur travail, par rapport à tout ce qui se passe. Et je reçois d'ailleurs un des leurs, un député qui est aujourd'hui, en tout cas, je viens de recevoir tout à l'heure un classement de 10 députés nationaux. Et bien ça tombe bien, celui que je reçois est classé parmi ces 10, reçu par le député Léon Mbalemba. Je vous lis ce classement. Pour commencer, je commence le premier, hein, c'est le top 10 des députés nationaux. Je ne sais même pas d'où vient ce classement, mais bon, voyons. Le numéro 1, c'est Jean-Marc Kabunda Kabundu. Deuxième, Léon Mbalemba. Troisième, Ngoï Kasonji. Quatrième, Henriette Ouamou. Cinquième, Tsingi Pouloulou. Sixième, Didas Pembe. Septième, 1, Jean-Marc Kabundu. 2, Léon Mbalemba. 3, Ngoï Kasonji. 4, Henriette Ouamou. 5, Tsingi Pouloulou. 6, Didas Pembe. 7, Christelle Vwanga. 8, Gary Sakata. 9, Jacques Njoli. 10, Paul Zapamba, et celui que je reçois, eh ben, Juvenal Munobo. Il est dans les top 10, donc je reçois quand même, voilà, je reçois quelqu'un qui est dans un top 10, c'est toujours bien. Juvenal Munobo, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient juste de me tomber là. Que l'on soit dans un classement, on ne peut que se réjouir, même si je ne sais pas encore d'où ça vient. Quoi. Donc on le saura peut-être dans les heures qui viennent. Juvenal Munobo, très heureuse d'être avec nous aujourd'hui pendant 50 minutes, nous sommes avec toi, je peux te tutoyer. Voilà, Juvenal. Aujourd'hui, on se réveille le matin, c'est vrai qu'on savait déjà qu'il y aura sit-in à la CENI ce lundi, mais la ville est quasiment quadrillée. On a eu difficile nous-mêmes à atteindre notre lieu de travail aujourd'hui. Vous pensez que c'est une bonne politique aujourd'hui d'empêcher certains compatriotes de manifester, bien que le gouverneur a dit que ceux qui ont déposé là n'ont pas qualité de le faire? Oui, au fait, nous vivons déjà ce qu'on appelle l'ambiance préélectorale. Comme nous l'avions demandé, et quand je dis nous, les membres du G13, nous avons demandé à ce qu'il y ait consensus dans la marche vers les élections. Mais je dois vous dire que ce consensus n'a pas été construit jusqu'au moment où nous en sommes. Et c'est ce qui explique le fait que la commission électorale qui a été mise en place ne bénéficie pas de la confiance d'une bonne partie de l'échiquier politique. Et alors, des manifestations, elles sont constitutionnelles. Lorsqu'il y a un groupe qui manifeste, il y a une procédure, elle fait savoir qu'elle veut manifester, il veut savoir qu'il veut manifester à travers une correspondance, une information. Et moi, je crois que le rôle de la police, c'est de contenir les débordements des manifestants, mais ce n'est pas d'empêcher la manifestation. Mais puisque le gouvernement n'a pas donné son autorisation, il a dit que ces deux-là n'ont pas une... Oui, alors il faut savoir... Ils ne sont pas reconnus légalement, quoi. Il faut savoir qu'on n'est pas sous le régime de l'autorisation. On n'est plus haut, parce que le régime actuel, c'est celui d'information préalable. Donc, ce n'est pas l'autorité municipale qui donne l'autorisation. Là, c'est une ancienne conception. Mais depuis la Constitution du 18 février 2006, nous sommes sous le régime d'information préalable. Alors, ce qui manque, c'est peut-être la loi, une loi ordinaire sur les manifestations. Cette loi évoluait déjà, elle avait été examinée, mais à un moment donné, on ne sait plus exactement où est-ce que ça se trouve dans la navette législative. Mais qu'à cela ne tienne, il existe un cadre, c'est l'article 26, je crois, de la Constitution qui parle de l'information. Celui qui veut manifester ou ceux qui veulent manifester informe l'autorité. Et donc, que l'autorité urbaine autorise ou n'autorise pas, là, c'est une ancienne conception. On n'est plus sous le régime d'autorisation. Est-ce que vous comprenez leurs revendications? Donc, je ne comprends pas grand-chose quand on dit, voilà, autorisé, marche autorisée, marche qui n'est pas autorisée. Le verbe autorisé ne devrait pas être utilisé maintenant. Ça ne rentre pas dans le contexte actuel de la Troisième République. Mondobo, est-ce que vous comprenez les revendications de nos compatriotes, la dépolitisation de la CENI? Beaucoup disent que c'est un concept assez vague. Est-ce que vous pouvez pratiquement expliquer à ceux qui nous suivent et à celles qui nous suivent, c'est quoi dépolitiser la CENI en fait? Parce que les gens disent que c'est un peu trop vague. On enlève les politiciens, on met les compatriotes qui sont membres de la société civile ou quoi? C'est quoi la dépolitisation effective de la CENI? Alors, la dépolitisation, c'est difficile à cerner, ça c'est vrai, je dois vous l'avouer, mais selon moi, c'est avoir des gens qui
qui n'ont pas des appartenances ou d'engagement politique clair, hein, ou des penchants politiques. Mais le problème, c'est que là où ça devient difficile, c'est que toute personne a quand même une certaine préférence politique. Hein. Il n'y a pas de personnes vraiment neutres sur toute la ligne, quoi. Raison pour laquelle, moi je crois qu'il faut avancer. Hein. Il faut avancer. Et il revient à ceux qui ont eu cette opportunité d'être placés à la tête de la CENI de prouver qu'il reste l'église au milieu du village. Donc vous êtes pour le bureau Kadima, c'est ça? Bon, moi je voudrais qu'on avance. Hein. Je voudrais qu'on avance. C'est vrai, le consensus n'a pas été trouvé comme on le voulait, quoi. Mais est-ce qu'on doit rester là? On doit en rester là. C'est ça le problème. Est-ce que nous devons en rester là? Ceux qui veulent exprimer des frustrations, je crois que c'est tout à fait normal en démocratie. Et il faudrait qu'on leur en donne l'autorisation, enfin qu'on leur en donne la possibilité d'exprimer leur mécontentement et tout ça. Empêcher que les gens qui veulent aller faire un sit-in ou peut-être déposer un mémo, ne pas vouloir qu'ils accèdent les bureaux de la CENI, c'est quand même un problème. Donc, en démocratie, ça, on ne devrait pas empêcher, étouffer une manifestation. Quand il y a un mécontentement, il faut laisser le mécontentement s'exprimer, mais il faut juste veiller au débordement. Alors, comme je le disais, le consensus n'a pas été trouvé. La preuve, c'est qu'il y a une manifestation. Vous dites que la ville a été paralysée. Le centre-ville. Hein, le centre-ville a été paralysé. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut refaire tout? Est-ce qu'il faut tout détricoter? Je ne le pense pas, parce que le temps file aussi. Hein, 2023, c'est d'ici là. Hein, les jours sont comptés. Et donc, il faut maintenant qu'on se mette rapidement au travail. Il faut qu'on sache comment on aura les fichiers électoraux, parce que jusque-là, on ne sait pas encore. L'identification commence quand exactement? Est-ce qu'il y aura un recensement, une identification? Sans un fichier électoral, ça va être difficile d'organiser des élections. La question des financements aussi, on ne sait pas comment elle sera réglée. Dans le budget... Mais nous avons ouï dire avec le porte-parole du gouvernement qu'il y a déjà un peu de soumis de côté pour les prochaines élections. Je ne me rappelle plus tellement des chiffres, je ne sais pas si c'est 100 millions ou 300 millions, mais il y a déjà un peu de soumis Mais du moment que ça ne ressort pas dans un document, moi en tant que député, j'émets beaucoup de réserves. Hein, il serait mieux qu'on nous les présente, quoi. Hein, qu'on dise, voilà, on a mobilisé autant, c'est venu d'où exactement? Vous voyez, voilà le planning des mobilisations, parce que nous, en tant que membres du G13, nous avions proposé à ce qu'il y ait des provisions annuelles, hein, que chaque année qu'on mette à côté une somme, ainsi de suite. Alors, les dire, j'ai entendu aussi les porte-parole du gouvernement les dire, mais jusque-là, je ne suis pas convaincu parce qu'on ne nous présente pas cet état, hein, sur un document. C'est tout ça le problème. C'est tout ça. Juvenal Monogo, aujourd'hui, les élections, eh ben, tout le monde en parle aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous partagez cette impression avec moi, que nous avons eu 5 ans de transition. Parce qu'on ne voit pas tout le monde, depuis les débuts de cette mandature jusqu'à la fin, on ne parle que des élections de 2023. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas des actes vraiment qui montrent qu'on s'y prépare. Hein, le seul acte, c'est la mise en place de la CENI, et on sait que ça a été fait sur un fond de beaucoup de tensions. Les tensions continuent d'ailleurs, et on a un tout petit peu peur pour la suite. On s'est dit, est-ce que ça sera un climat de sérénité d'ici jusqu'en 2023? Mais il reste la loi électorale, la loi Lokondo, de notre collègue, notre cher aîné Lokondo, c'est pas encore examiné. C'est une loi proposée par le G13, notre groupe de 13 personnalités, mais qui n'est pas encore débattu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y a la question de la loi Lokondo, la loi électorale, qui n'est pas encore examinée. Il y a la question du financement, qui n'est pas encore réglée. Il y a la question du fichier électoral, qui n'est pas encore réglée. Il y a la question de la sécurisation des élections, qui n'est pas encore réglée. Vous voyez, il y a encore beaucoup de questions. Et 2023, c'est d'ici là. C'est pourquoi moi j'ai dit, la locomotive des élections n'est pas véritablement lancée encore. C'est comme le DDR. On a nommé des autorités pour le DDR, les coordonnateurs du DDR, d'ailleurs qui est contesté par une partie des acteurs de l'opinion, que ce soit ici tout comme à l'Est, parce qu'on dit qu'il serait un ancien des groupes armés. C'est comme ce processus DDR aussi. La locomotive DDR n'a pas encore commencé. Les ex-combattants qui veulent bien se rendre, on ne sait pas, ils sont reçus dans où exactement, dans quel programme, quels sont les projets de réinsertion, il n'y en a pas. Tout comme pour les élections, c'est vrai, on a maintenant un président de la CENI, on a une équipe, un directoire de la CENI, peut-être une plénière aussi. Déjà, on a déjà tout ça, mais on ne sait pas quel est le programme, quelle est la feuille de route, on n'en connaît pas. Et tous ces préalables que j'étais en train de vous citer, tout ça, ça fait à ce que, en tentant de répondre à la question à quand les élections,
En tout cas, je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il y aura élection en 2023. Il y a risque effectivement qu'on glisse encore. C'est ça le problème. Est-ce qu'un glissement, ça sera à la faveur de la paix? Est-ce que ça ne risque pas de faire accroître encore des tensions déjà qu'on observe? Alors voilà un peu autant de questions, des questionnements, des inquiétudes qui se profilent à l'horizon 2023. Mais j'ai vu l'ambassadeur des Nations Unies, M. Châtaignier, ou recevoir Denis Kadima de l'Union européenne. Voilà. Est-ce que c'est une façon de nous dire que l'Union européenne a adoubé le nouveau président de cette institution? Je crois que l'Union européenne, c'est un peu comme dans ma conception aussi. Hein. Même si quelque chose n'a pas été très bien fait, parce que l'idéal aurait été qu'on mette en place une CENI qui ne souffre d'aucune contestation. Les contestations qu'on observe maintenant, là, l'AMUCA, FCC, Lucha, Mouvement citoyen et tout ça, ça montre déjà que ce processus électoral porte les germes de contestation. Hein, donc il y a risque, il y a une grande probabilité que les résultats soient contestés. C'est ça. Et là, ce n'est pas bien en démocratie, parce que la démocratie, il n'y a pas que la loi. Il faut appliquer la loi de manière stricte, mais aussi, il faut tenir compte de l'histoire de notre pays. Nous sommes une nation fragile. Hein, nous sommes en train de construire la cohésion. Et donc, l'élément dialogue, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas imposer. Il faut chercher l'adhésion de tout le monde. Et donc, le consensus, ça pose problème. Mais est-ce que, puisque le consensus pose problème, ça veut dire qu'on rejette tout? Moi, je crois que l'Union européenne estime que, je ne suis pas porte-parole de l'Union européenne, mais je peux comprendre que pour eux, l'idée, c'est qu'on avance quand même. C'est qu'on avance, parce que ne pas avancer, ça ne sert pas la cause de la paix, quoi. Imaginez qu'en 2023, qu'il n'y ait pas élection, qu'on glisse jusqu'en 2024, tout ça. Est-ce qu'on aura de la stabilité? Je ne le pense pas. Donc nous risquons de revivre la situation comme celle déjà vécue en fin 2016, vers la fin du mandat du président Kabila. La chance qu'on n'aura peut-être pas, c'est qu'à cette époque-là, vers la fin du mandat de Kabila, il y avait un acteur qui était à l'écart des compétitions. C'était l'Église catholique qui se mettait à l'écart. Et l'Église catholique a été un dernier recours. Hein? L'Église catholique a été un dernier recours. Il y a eu les dialogues de la Saint-Sylvestre. Vous voyez? Alors actuellement, quels pourraient être les recours, hein, si les tensions vont crescendo? On ira peut-être chez les kimbanguistes, pourquoi pas? Alors, qui est resté, pas que l'Église catholique. Mais qui est resté plus ou moins comme dernier recours? Quel est cet acteur qui n'a pas été mêlé dans les pourparlers, par exemple, pour la CENI, les discussions, les joutes et tout ça? Quel est cet acteur qui reste plus ou moins consultable, qu'on peut consulter au cas où ça ne marchait pas? L'église kimbanguiste, je pense. Alors, peut-être, il faut bien explorer. Alors, le problème, c'est ça, il faut qu'on arrive, il faut prévoir tout ça, hein, il faut prévenir tout ça, parce que je suis presque sûr que les tensions... Nous allons à l'Est chez vous, parce que vous êtes élu de l'Est. Mais il faut avancer encore une fois. Qu'on soit satisfait ou pas, je pense qu'il faut avancer. Et on avancera avec ceux qui sont là. Il ne faut pas trop de procès d'intention, comme le disait Mendy. Il faut leur donner la chance. Il faut juger Kadima par les actes. Il faut qu'ils arrivent, et aussi à montrer que tous les doutes qu'on avait sur eux, et Kadima doit montrer que tous les doutes qu'on avait sur lui n'étaient que fantasmes. Hein, il faut qu'il arrive à prouver ça par son travail, en se mettant véritablement comme église. Le dossier est assez chaud. Nous allons à l'Est de la République, chez nous à l'Est de la République, chez vous, parce que vous êtes élu là-bas, parce que nous sommes un pays, nous sommes un corps. Alors si la main ne va pas, eh c'est tout le corps qui ressent cette douleur. L'Est de la République, Juvenal Mondongo, énième prorogation, passée. Mais les gens disent, ça ne va pas. Les images qu'on nous envoie, ça ne va pas. Ce dimanche, déjà, en Ituri, la Codeco a encore fait des siennes. Alors les gens le disent, est-ce que vous évaluez réellement, vous les députés nationaux, est-ce que vous évaluez réellement cet état de siège? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées positives? Est-ce qu'il faut qu'on arrête à un moment et qu'on trouve peut-être d'autres palliatifs? Parce qu'on ne comprend pas, avec cet état de siège, qu'il y ait toujours autant de morts, autant de déplacés, autant la famine et tout. On ne comprend pas. Alors, l'évaluation a été faite, et ça, il faut que les téléspectateurs, les citoyens, ceux qui nous écoutent... Il y a eu évaluation. Il y a eu évaluation de l'état de siège, et puis une évaluation parlementaire. Il y a eu une évaluation au sein de la commission de défense et sécurité pendant plusieurs jours. Il y a eu des séances, c'était jalonné des séances d'audition. Nous avons auditionné le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
la ministre de la Justice, le ministre du Budget, le ministre des Finances. Toutes ces autorités ont été auditionnées par la commission et de manière non complaisante, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées. C'était l'occasion aussi pour les chefs d'état-major de nous montrer les difficultés qu'il y a au sein de l'armée. Et l'une des difficultés qui a été notée, c'est l'absence de moyens ou l'insuffisance de moyens. Ça a été noté. Alors voilà, cette évaluation a été faite. Il y a des recommandations. Et parmi les recommandations, il y a par exemple le changement de la chaîne des commandements. Parce qu'il y en a encore de ces officiers qui ne font plus bien leur travail et qui mélangent un peu leur travail avec autre chose. Avec le business, et tout ça. Alors, il y a eu une autre recommandation qu'il faut lutter contre tout le détournement des soldes militaires. Alors, il y a tout un tas de recommandations, notamment aussi accroître les moyens pour l'armée. Alors, le problème, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas transmis instantanément ces recommandations au gouvernement. Mais ça a été transmis finalement par la suite. Ça, c'est une première remarque à faire. Et donc, il y a ceux-là, même les députés du Nord Kivu et de l'Ituri, qui estiment qu'il faut mettre fin à l'état des sièges, tout comme l'opposition, surtout la MOUCA qui estime qu'il faut y mettre fin. Mais le problème, c'est que ceux qui disent de mettre fin à l'état des sièges, eh bien, ne proposent pas une alternative pour cela. Vous voyez? Alors, l'état des sièges a peut-être cet avantage, le fait que c'est une situation où le pouvoir est donné aux militaires, où ça renforce un peu la surveillance, mais ça ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut appliquer les recommandations pour qu'il n'y ait pas une autre prorogation. Il faut qu'on arrive vraiment à appliquer ces recommandations. Si ces recommandations étaient appliquées au moment où elles étaient adoptées par le Parlement, par la commission de défense et par la plénière de l'Assemblée, peut-être qu'on aurait déjà des changements. Mais le problème, c'est qu'on vient de perdre, je crois, 2 mois où les recommandations ont été formulées, n'ont pas été transmises de manière instantanée, et du coup, on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe. Donc la faiblesse, c'est à quel niveau? C'est que tu nous dis. La faiblesse, si je dois être direct... C'est quand même assez grave, s'il vous plaît. Oui. Nous parlons à cette population, nous vous avons mandaté, nous vous avons donné un pouvoir. Vous dites que ça fait... Les recommandations n'ont pas été transmises directement. Oui. Avec célérité. Oui. Mais je dois vous dire la vérité. Mais c'est grave, parce que là, il s'agit de la vie des gens, il s'agit de la vie des compatriotes. Comment on peut travailler avec autant de légèreté? Et vous ne nous dites rien. Alors, permettez que je vous dise la vérité, parce que ça reste la vérité. Le travail a été fait par la commission. Mais c'est quel bureau, ça, moi? Je me permets de hausser le ton. Mais c'est quand même quel bureau? Nous sommes dans un état presque d'exception. Oui, comment un bureau peut travailler avec autant de nonchalance? Voilà. Si vous n'osez pas le dire tout haut, moi j'ose le dire tout haut, mais c'est quel bureau? Oui, il y a eu une lenteur côté bureau, effectivement, de l'Assemblée nationale, je confirme. Il y a eu une certaine lenteur injustifiée au niveau du bureau. Et voilà, le gouvernement maintenant ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu les recommandations. Okay. Nous avions rencontré dernièrement le Premier ministre et nous lui avons retransmis ces recommandations. Et donc ce qui reste à faire, c'est agir maintenant, parce que, comme vous le dites, la réalité c'est que nos populations ne peuvent pas mourir continuellement comme ça. C'est quasiment chaque jour qu'il y a des morts. À Beni, à Ituri, c'est-à-dire dans le territoire de Beni et la province de l'Ituri, il faut qu'on y mette fin. Et pour y mettre fin, il faut appliquer ces recommandations-là. Alors, comment mobiliser les moyens? C'est une épineuse question. Le budget a été... On a vu le classement du budget. Oui. Qu'est-ce que vous réservez à... C'est très modique. 3% à peine. Très modique. Mais là, c'est le gouvernement. Donc, le Parlement ne sait pas... Mais c'est vous qui allez dire un oui ou un non. C'est à vous de refuser ce budget. C'est le travail de cette semaine. De modifier ou de refuser carrément ce budget. C'est le travail censé commencer cette semaine par la commission ECOFIN, économico-financière. Parce que le budget de la défense qui nous a été présenté, c'est combien pour l'armée? C'est 3,5%. De 10 milliards. Oui, un budget de 10 milliards dans l'ensemble. Dans l'ensemble, 3% à peine pour l'armée. C'est un peu moins de 400 millions de dollars, un peu plus de 350 millions de dollars. Et ça représente donc 3,5%. C'est suffisant selon vous? Non, c'est trop peu. C'est trop peu. Par rapport au défi qu'il y a à l'Est, il faut au moins un budget, selon moi, il faut 15% du budget. Normalement, les gros devraient aller là-bas parce que c'est une situation grave. Plus de 100 groupes armés, la plupart c'est des groupes actifs et nos compatriotes meurent chaque jour. On devrait y consacrer beaucoup de moyens. Alors, il y a ceux qui pensent qu'il faut faire des collectes à partir des salaires, peut-être des députés ou des membres du gouvernement, pour éliminer les budgets de la défense.
Alors, moi, j'ai exprimé une nuance, un point de vue, parce que celui qui l'a dit, c'est un collègue, honorable. Vous me défoncez. Ouais. Vous me dévancez, pardon. Laissez-moi poser vraiment ma question comme j'aime le faire. D'accord. Juvénal Monobo. On vous attaque, je vous ai vu, il y a des gens qui m'ont écrit inbox, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant lui-même il est de l'Est, mais comment il ne peut pas diminuer un peu son salaire par rapport à ceux qui l'ont voté? Mais qu'est-ce qui se passe avec Juvénal Monobo? Donc la pression tend, nous les montons, mais comment il peut être aussi égoïste? Moi je ne fais que transmettre ce que la population dit, vous devez le savoir. Alors les gens vous ont traité vraiment, ils n'ont pas été gentils et peut-être qu'ils n'ont pas compris votre préoccupation. Je vous donne ce plateau, essayez d'expliquer. Est-ce que, Juvénal Monobo ne veut pas qu'on touche à leurs émoluments? Deuxièmement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que la population, nos compatriotes disent, nous sommes prêts à cotiser pour l'armée. Puisque RAM nous coupe déjà plus de $2 par mois. Alors les Congolais ont dit, nous sommes prêts à donner $1 ou 2 si ça peut aider notre armée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous clairement, dites à cette population, celle de la Lyon Info qui vous suivent à travers le monde, votre position par rapport à vos émoluments. Je crois que j'ai été mal compris. Okay. En fait, j'ai été mal compris. Pour ceux qui me suivent, je suppose que je suis suivi quand même. Beaucoup, vous êtes quand même dans le top 10. Je suis suivi, les gens connaissent bien mon engagement par rapport aux questions sociales et aux souffrances surtout de la population. La dernière action en date, c'est mon engagement dans la lutte contre le RAM, vous voyez. Alors, les gens ne m'ont pas bien compris parce que il faut savoir où est-ce qu'il y a l'argent, où est-ce qu'il y a la concentration de l'argent dans le budget, dans les dépenses de l'État. Eh bien, il y a du gros au niveau de la présidence, il y a du gros au niveau du gouvernement, de la primature. Il faut voir combien d'argent qui sont dépensés et à la présidence et à la primature, dans le cabinet politique. Et à l'Assemblée nationale aussi. Au bureau, parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut différencier deux choses. Il y a le fonctionnement, il y a le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des sommes importantes au niveau du fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a les salaires des députés et des assistants. Donc il faut toujours faire des nuances par rapport à ça. Est-ce que pour que l'armée ait un budget conséquent, il faut nécessairement toucher au salaire des députés? Est-ce qu'il faut se limiter à ça comme stratégie? Moi, j'ai voulu y apporter de la nuance et pour montrer au fait à l'opinion qu'il y a de l'argent que les gens ne sont pas en train de voir. Par exemple, l'argent qui a été mobilisé pour la taxe RAM, mais les gens ne demandent même pas où se trouve cet argent. C'est beaucoup d'argent, 280 millions de dollars. Si on affectait ça au niveau de l'armée, ça peut aider, non? Ça peut faire quelque chose. Dans les mining, les mines, le secteur des mines regorge beaucoup d'argent. Est-ce que tout ce qui est... redevances et tout ça... Toutes les redevances minières, est-ce qu'on peut se dire que tout rentre dans la caisse de l'État maintenant? Non. Il y en a des redevances qui échappent encore à la caisse de l'État. Dans les hydrocarbures, est-ce qu'on peut nous dire que tout est capté dans la caisse de l'État? Est-ce que l'écoulage des recettes, c'est-à-dire la fuite des capitaux, est-ce qu'on y a mis fin? C'est à ce niveau-là. Il y a énormément d'argent qui échappe au Trésor. Et si on faisait alors, au-delà de la réduction des trains de vie, qui ne doit pas seulement être le train de vie des parlementaires, parce que le problème c'est ça, la manière dont la question a été présentée, c'est comme si il n'y a que le parlementaire qui supporterait la réduction. Oui, vous êtes les plus visibles. Alors, le peuple vous a mandaté, c'est pour ça c'est vous. Alors nous devons aussi dire la vérité que s'il faut réduire les trains de vie des institutions, il faut le faire pour toutes les institutions. Mais qu'est-ce que vous empêche? C'est vous l'autorité budgétaire. Et le Parlement... Vraiment, je vais être dur aujourd'hui. C'est vous l'autorité budgétaire. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de dire mais c'est le travail qui est en cours de ce budget-là? Nous voulons par exemple que on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas le faire la semaine passée parce que les travaux en commission ECOFIN n'avaient pas encore commencé. La semaine passée, c'était quoi? C'était l'examen en plénière du budget. C'était le débat général et puis la recevabilité du budget. Et maintenant, ce qui va suivre, c'est l'examen approfondi du budget au niveau de la commission de défense. On ne pouvait pas répondre à cette question parce que le travail n'avait pas encore commencé. Faisons de la politique fictive. Est-ce qu'aujourd'hui, cette population... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que les gens, il ne faut pas que les gens se limitent uniquement aux députés. Parce qu'il y a énormément d'argent qui échappe à la caisse de l'État. Okay. Il y a énormément d'argent qui est dilapidé dans les voyages, les missions et tout, dans la taxe RAM. Alors, il faut alors collecter tout ça et voir dans quelle mesure on peut voluminer... Vous ne voulez pas être le seul à porter le chapeau. Voilà, et voir comment est-ce qu'on peut voluminer les... Est-ce que cette population, Juvénal, est-ce que cette population peut s'attendre à qu'il y ait un remaniement de ce budget? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les institutions ne prennent que 10% du budget?
Ce sera possible. Parce que cette population veut de... Vous savez combien prennent les institutions? Concrets. Les institutions prennent actuellement 38%. Alors, est-ce qu'on ne peut pas le réduire à 10%? C'est ce qu'il faut. Mais pourquoi c'est quasiment impossible? C'est ce qu'il faut. Attendons. Depuis tous les régimes, pourquoi? J'invite aussi la société civile à faire pression. Hein, vous savez, moi je vous dis que ce travail, on va essayer de faire des coupes budgétaires de cette semaine, pour voir peut-être une semaine après ou une semaine... Il faut reposer la question lorsque la commission ECOFIN aura fini son travail, pour voir si le budget de fonctionnement des institutions s'élève à combien après réaménagement. Parce que si ce budget reste 38% du budget, ça serait toujours beaucoup. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut rabattre. Il faut aller, 10% quand même. Il faut aller, bon, peut-être pas 10, peut-être 15. Non. Mais il faut rabattre. Je suis tout à fait d'accord. Moi je suis pour 10 parce que le 15, ça doit aller à l'armée. Bien sûr. C'est moi qui ai dit ça. En tout cas, je suis le seul politicien à avoir proposé à ce que l'armée ait un budget de 15%. Vous voyez, ce ne sont pas les internautes qui me critiquent. Hein? C'est moi qui ai proposé à ce qu'on aille à 15%, parce que j'estime que les moyens, les défis sont énormes. Vous voyez, parce que si on voit le budget d'autres pays qui ne sont pas confrontés aux problèmes de sécurité comme nous, en Angola par exemple, c'est un budget très élevé. Et donc on n'a pas le choix, il faut qu'on les fasse. Mais s'il faut faire une réduction, comme je le disais, il faut savoir où est-ce qu'il y a une grande concentration et le faire partout pour que ça ne soit pas comme une sorte de déséquilibre aussi. Mais que pensez-vous de la réponse? Et puis, il ne faut pas oublier des secteurs qui regorgent énormément d'argent, mais que le peuple congolais ne sait pas comment cet argent est utilisé. Et j'étais en train de vous citer ici les mines, les hydrocarbures, vous voyez, les forêts, les douanes, l'environnement. Les douanes, c'est énormément d'argent. Est-ce que le peuple sait tout ça? Ce qui a été collecté, on continue à collecter d'ailleurs à partir de la taxe RAM, la fameuse taxe. Oh, c'est pas coupé, hein. On prend toujours. Même, on m'a dit même le 2G. Là, oui. Est-ce qu'on a déjà essayé d'estimer c'est combien? Et si cet argent était reversé pour les militaires? C'est le secret défense, hein. On n'en parle pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, il faut ouvrir l'horizon. Qu'est-ce que vous dites de la réaction de l'IGF par rapport au dépassement budgétaire? Vous avez suivi ce que l'IGF a dit. Il a dit que ce n'est pas un détournement, hein, ça arrive. Donc, on a essayé d'expliquer que ce sont les institutions de la République, il faut un peu d'honneur, un peu de respect, un peu de hauteur. Donc, s'il dépasse un peu, on doit comprendre que ce n'est pas un détournement. Moi, ça m'a étonné que ça vienne de l'IGF. Parce que l'IGF, l'Inspection générale des finances, devrait nous aider à faire appliquer la LOFIP, la loi sur les finances publiques. Et dans la loi sur les finances publiques, la loi relative aux finances publiques de 2011, alors les dépassements, le non-respect de l'orthodoxie budgétaire, ça constitue ce que la loi appelle faute de gestion. Faute de gestion. Faute de gestion. Okay. Alors moi, je ne sais pas si l'inspecteur général des finances, Alinguete, a une autre définition de ce qu'il entend par faute de gestion. Mais en tout cas, beaucoup de gens estiment que c'est une faute de gestion. Et puis, on ne devrait pas encourager les dépassements. Et puis, il faut voir les dépassements qu'il y a au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. C'est des dépassements énormes. S'il vous plaît, je vais lire ce qu'il a dit avec ses propres mots, le tweet de Stani Boujakera Chamala. Gilles Alinguete à l'ODEP. Votre souci d'étouffer l'IGF pour perpétuer la prédation de notre pays est sans lendemain. J'ai contacté d'ailleurs le numéro 1 de l'ODEP. J'espère qu'il va répondre positivement à notre invitation pour qu'il essaie de nous parler un peu. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une guerre entre l'IGF et l'ODEP. L'ODEP, c'est en fait l'office de gestion des dettes publiques, quelque chose comme ça, oui, c'est ça, l'ODEP. Ok. Donc, on a l'impression qu'il y a une guerre entre l'IGF et l'ODEP aujourd'hui. Non, c'est pas l'OGEDEP, c'est pour la gestion. C'est pour la gestion de la dette publique, c'est pas l'OGEDEP. L'ODEP, c'est pour le suivi de la dépense publique. De la dépense publique. Merci de la précision. Régulièrement oui. Mais vous avez suivi, Alinguete a dit que l'ODEP veut étouffer l'IGF pour perpétuer la prédation de notre pays. C'est quand même incroyable. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est une accusation un peu gratuite vis-à-vis qui est portée sur une accusation gratuite qui est portée sur l'ODEP. L'ODEP, c'est une structure qui nous alerte, qui nous alerte sur ça ne va pas sur le plan de la gestion. Inutiles, des dépenses, oui, parce que ces dépassements, il n'y a personne qui garde encore la conscience patriotique, il n'y a personne qui peut appuyer ça. Vous voyez, si c'était des dépassements un peu minimes, vous voyez, qui peuvent être justifiés par l'urgence. Mais quand ça devient récurrent, des centaines, 150%, 180%, 200%, eh bien, on est dans la mauvaise gestion.
Ok, il a encore dit, de la mauvaise gestion. Nous sommes à la base de l'augmentation sensible des recettes publiques. Aujourd'hui, la rétrocession n'est pas destinée au fonctionnement de l'IGF, mais plutôt à la motivation des inspecteurs des finances et à l'investissement. Le fonctionnement de l'IGF ne coûte que 300 000 $ par mois. Pourquoi les régies financières vont avoir une rétrocession de 30 millions le mois et l'IGF ne peut pas mériter 2,5 millions par mois pour ses efforts de mobilisation des recettes? Et puis je trouve... Beaucoup ont été dit par rapport à ces montants de rétrocession à l'IGF. Et puis notre remarque, c'est que je vois que l'inspection générale des finances fait un peu trop de bruit, fait un peu trop de publicité, fait un peu trop de plaidoyer pour elle-même, quoi. Moi, je crois que c'est une structure, il s'agit bien des inspecteurs. C'est comme les inspecteurs judiciaires, ils n'ont pas besoin de faire trop de bruit. Hein, c'est des gens qui doivent étudier les dossiers. Hein, je ne pense pas qu'on puisse étudier les dossiers avec tant de bruit, quoi. Trop de médiatisation. Avec trop de médiatisation, en fait. Donc, c'est un service qui devait travailler avec dans une certaine sérénité, avec un peu moins de bruit médiatique, moins de communication médiatique. Alors peut-être c'est comme ça qu'ils ont choisi leur style de travail, mais dans la nature d'une institution comme celle-là, un peu comme ça se passe ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'IGF ici, en France, il y a les inspecteurs de finances aussi, c'est pas de cette façon qu'ils travaillent, ils ne font pas trop de show. Ce sont des héros dans l'ombre. Oui, ce sont des héros dans l'ombre, mais il faut voir le travail qu'ils font, c'est un travail remarquable. Et ils travaillent conjointement avec la justice, parce que ce sont des auxiliaires de la justice. L'IGF ne vient pas remplacer la justice. C'est juste des aides à la justice. Ça, il faut le savoir. L'IGF n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un ou de poursuivre quelqu'un. Non, l'IGF, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas les juges en matière économique. Oui, ce n'est pas... Pour les cas de criminalité financière, eh bien, l'IGF donne de la matière, le dossier est ouvert, mais c'est les procureurs, les juges... La télé, c'est les temps, on ne peut ne pas parler de ce boom, de ce cocktail Molotov. Alors je note, c'est important, les recettes ont été accrues, par exemple, parce qu'il y a eu aussi une remontée des cours de cuivre et de cobalt, c'est une bonne chose, mais on parlait de la rétrocession pour l'IGF, mais parlons d'abord de la rétrocession pour les provinces, parce que ça pose toujours problème. Il y a beaucoup de recettes qui viennent des provinces, mais... L'article 175 de la Constitution n'est toujours pas appliqué parce qu'il est prévu pour les recettes à caractère national que 40% soient retenus à la source au profit des provinces. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Les provinces donnent les tout à Kinshasa. Kinshasa ne pense pas aux provinces. Les provinces souffrent. Les images sont très les assemblées provinciales souffrent. Très dur. Et donc, est-ce qu'il faut continuer dans une république plus de 10 ans après la promulgation de la Constitution? Devons-nous continuer à utiliser l'expression rétrocession ou il faut utiliser l'expression constitutionnelle de retenir à la source? La télé, c'est le temps, nous courons vraiment derrière le temps. Rétrocession, ça veut dire que Kinshasa prend les tout le message, et que Kinshasa doit avoir pitié des... Voilà, Kinshasa doit avoir pitié des autres. Nous allons continuer, la télé, c'est le temps. Cette bombe qui nous est tombée à la fin de ce week-end, vraiment, c'est ce cocktail Molotov qui a tout brûlé sur son passage. C'est le rapport Congo Hold-up. Alors, les gens se disent, eh bien voilà, Kabila et son équipe ont détourné autant de millions par le canal de cette banque qu'on cite trop souvent, la BGFI Bank. On cite souvent cette banque dans le cadre des détournements de la famille Kabila. Première question, Juvenal Monogo. Ils ont épluché un nombre incalculable de dossiers. Les résultats sont là. Pourquoi maintenant ? Et qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Est-ce que le procureur général de la République, ici en RDC, peut prendre son courage et aller arrêter Kabila ou ouvrir carrément un dossier judiciaire par rapport à toutes ces révélations? D'abord, il faut noter que ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas une première dénonciation, en tout cas du genre. Je me demande si ce n'est pas la même dénonciation. Comme les Panama Papers et les autres? Oui, parce que quand on voit par exemple, Kabila, il a été cité quand on a parlé des Panama Papers. Quand on a parlé de Lumumba Papers, parce qu'il y avait ces lanceurs d'alerte, Lumumba, de la famille de Lumumba. Et voilà, c'est quasiment les mêmes personnes qui sont citées. On cite Kabila, on cite les directeurs de la BGFI ou les patrons de la BGFI, Mutwale, on cite l'une des sœurs de Kabila, on cite qui d'autre. Voilà, donc... Ces noms reviennent souvent. Voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment une identité entre ce qui a déjà été dénoncé et ce qui vient d'être dénoncé. Alors, c'est vrai, ça a été fait par Mediapart et la plateforme des journalistes d'investigation, et ça a été partagé par d'autres médias. Je constatais que les médias congolais n'ont pas exploité
beaucoup, d'ailleurs, se venir de l'extérieur. Alors, ce n'est pas mal. On nous reproche ça souvent de ne pas faire des enquêtes approfondies. Moi, je leur dis, ben, les enquêtes, là, c'est la grande question. Qui finance ces enquêtes? Parce que les enquêtes, ça demande de l'argent. Ça demande du financement. Il faut de l'argent. C'est un travail fouillé, quoi. Fouillé, il faut de l'argent, il faut payer les sources, il faut tout ça. Donc, il faut protéger les sources. Protéger les sources. Est-ce que nous avons nos sources? Posez-nous la question, c'est vrai, c'est facile. Est-ce que la protection des sources ici... C'est facile de critiquer les journalistes congolais. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Grande question. Est-ce que les journalistes congolais sont autant protégés comme les journalistes de Mediapart et les autres? Aujourd'hui, si Paulette Kimonto ose dire ça, mais demain matin je suis décapité, osons le dire. Parce qu'il faut vivre aussi, il ne faut pas travailler pour mourir. Exactement, c'est ce que nous disent nos aînés, il ne faut pas travailler pour mourir. Voilà, et donc nous sommes tous d'accord qu'il faut l'éclairage sur la gouvernance Kabila, ce qu'a été la gouvernance financière, économique, parce qu'en réalité, le bien-être de la population n'a pas été rencontré pendant ces 18 ans au pouvoir. Mais nous ne voulons pas que ça se fasse comme si c'était dans le cadre d'une sorte de règlement des comptes dont on ne connaît pas exactement qui serait... Qui tire les ficelles de ces histoires. Qui serait en train de tirer des ficelles. Et donc on est tous d'accord qu'il faut lutter contre la corruption, ce qu'a été les détournements, mais toujours est-il que tout doit se passer sur des bases mais on vous reproche d'avoir... Moi, ce que je demanderais, peut-être qu'il y aura d'autres dénonciations, peut-être une année après ou quelques mois après, il faut que ces journalistes d'investigation, vos confrères, de Mediapart, de la plateforme des journalistes d'investigation, toutes ces données, normalement, devraient être portées rapidement à la justice. Acquis de droit. Parce que la finalité, c'est quoi? Nous voulons, si c'est Kabila qui a détourné avec des gens qui lui sont proches, que justice soit faite, que les procès soient ouverts. Alors, est-ce que le bruit médiatique, c'est assez suffisant pour soulager les souffrances des populations qui n'ont pas bénéficié des mannes, des richesses du sous-sol et du sol congolais qui auraient été dilapidées? Moi, je crois qu'il faut directement s'adresser à la justice. C'est la même chose dont je parlais tantôt par rapport à l'IGF. Alors, si l'IGF a des données compromettantes, si les journalistes d'investigation ont des données compromettantes, alors, de grâce, que tout soit porté à la justice, et pour que la justice fasse son travail. S'il faut procéder par des arrestations, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Par des démissions comme le Watergate. Des démissions et tout ça. Nous voulons que la justice se mette en branle. Vous voyez, il faut que la justice se mette en branle parce que la justice a besoin de tous ces éléments-là. Est-ce que c'est limité uniquement aux annonces sur les chaînes de télévision? Est-ce que c'est en soi suffisant? Il faut saisir la justice. Mais on vous reproche, vous, Juvenal Monobo, vous, député, en général, d'avoir voté une loi. C'est un peu comme ce que d'avoir voté une loi, s'il vous plaît, d'avoir voté une loi pour protéger les anciens présidents. Aujourd'hui, Kabila a presque une immunité, non? Si je ne me trompe pas, cette loi qui le protège, il ne sera pas poursuivi. Expliquez-nous un peu cette loi-là. C'était quoi, cette loi qui protégeait les anciens présidents de la République? C'est constitutionnel, quoi. Ok. C'est constitutionnel, d'abord. Tout est parti de la Constitution, qu'il faut assurer une certaine protection aux anciens présidents. Mais il y avait, je me rappelle encore à l'époque, il y avait beaucoup de débats, parce que l'FCC au pouvoir à l'époque voulait qu'on étende un peu, non seulement au président... Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale... Oui, c'est ça, je me rappelle encore. Je me rappelle. Alors, bon, il y a ceux qui disent que carrément... On doit enlever carrément cette loi, il y en a qui disent qu'on doit abroger cette loi. Il y a une partie de l'opinion qui le dit comme ça. Moi, je crois que c'était plus dans l'idée de saluer un peu la première alternance démocratique au pouvoir. Mais je dis, une loi, ce n'est pas une Bible. Hein, elle est révisable. Donc, c'est aux parlementaires de noter si c'est pertinent de le faire. Moi, je crois que l'idée, c'était, comme c'était une toute première fois qu'on a une alternance pacifique au pouvoir, eh bien, il y avait quand même cette idée-là, tout nouveau, tout impressionnant, et tout. Voilà. Mais c'est Kabila peut être poursuivi aujourd'hui, comme l'a été Nicolas Sarkozy en France. Mais pourquoi pas? On dit justiciable, c'est ça, hein? Justiciable, pourquoi pas? Est-il justiciable aujourd'hui? Pourquoi pas? Mais je sais que pour des procès qui regardent des grandes personnalités comme un ancien président de la République, s'il n'y a pas un go politique, quelque part, c'est toujours difficile. Moi, je l'ai toujours dit que même dans le procès de Vital Kamerhe, il ne faut pas seulement y voir du judiciaire. Hein? Il y a un certain nombre de procès dans lesquels il ne faut pas seulement n'y voir que du judiciaire. Et effectivement, pour les cas de Vital Kamerhe, on a senti que ces procès, il y avait un brin de politisation qui était en filigrane durant tout le déroulement du procès. Quand il a demandé à recouvrer la liberté provisoire ou à obtenir la liberté provisoire, vous avez vu avec quel acharnement on la lui a refusé. Vous voyez, et donc ses avocats
dont les avocats français ne sont pas arrivés, on a senti qu'il y avait un certain acharnement. Et donc des procès comme ça, que ce soit les procès Vital Caméré, les procès Matata Pogno, vous voyez un peu, et peut-être les procès d'un ancien président de la République, tout est possible. Ce go-là... Alors, des procès comme ça, il ne faut pas seulement se limiter au judiciaire. L'aspect politique est entrelacé souvent dans ces dossiers. Réfléchissons. Ça, c'est la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi peut donner ce go politique pour qu'on puisse arrêter Kabila? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Alors, il y a ceux qui disent qu'il y a eu un accord FCC cash. C'est vrai, il y a eu cet accord qui a volé un éclat il n'y a pas longtemps. C'était un accord de gouvernance, travailler ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas eu un autre accord entre les deux personnes? Entre les deux. Et un accord qui n'a pas impliqué les lieutenants de part et d'autre. Vous voyez, parce que le président Kabila n'est pas inquiété. Est-ce qu'on s'interroge un peu plus pour savoir s'il n'y a pas eu un autre accord que beaucoup ne connaissent pas entre les deux? Nous visons directement par rapport à raison pour laquelle je me dis, des procès, je n'ai pas assez d'informations, mais des procès qui concernent des hautes personnalités politiques qui ont exercé des hautes fonctions. En tout cas, la plupart des cas, je suis juriste, mais je ne peux pas oublier aussi, j'ai fait de la politique aussi, il y a toujours un aspect politique qui est sous-jacent. Et vous n'avez qu'à le remarquer pour les cas déjà passés, même le cas de Vital Caméré, on a senti qu'il y avait de la politisation. Juvénal, nous restons dans l'Est de la République. Vous avez parlé des accords. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez déjà lu les traités que nous avons signés avec le Rwanda tout dernièrement? Ça n'a pas été porté à la connaissance du Parlement, malheureusement. Vous n'en parlez jamais? Oui, maintes fois, je rappelais ça une fois, mais je n'ai pas été soutenu par beaucoup de mes collègues. En fait, c'est ça. Il n'y a pas qu'avec le Rwanda. Avec le Rwanda, c'est vrai, il y a... Avec l'Ouganda. Avec le Rwanda, il y a deux entreprises, une congolaise, une rwandaise, je crois, qui devraient faire une sorte de joint venture. Hein? Mais il y a aussi avec l'Ouganda, quoi, les fameux projets... Ils ont déjà commencé à construire... Il y a d'abord les fameux projets de défense, les fameux accords de défense, qui n'est pas passé au Parlement ou à la Commission de défense et de sécurité. On n'en sait pas grand-chose. Est-ce que l'accord de défense avec l'Ouganda, ça consiste à quoi? Est-ce que c'est la livraison des hommes pour combattre? Est-ce que c'est la livraison des matériels militaires? Est-ce que c'est la livraison des renseignements? On ne sait pas les contenus. Tout comme l'accord avec l'Ouganda pour construire la route. On a déjà commencé, c'est vrai? On a dit même qu'on a commencé, moi je n'en sais pas grand-chose, mais ce n'est pas passé au Parlement. Si vous n'en savez rien. Le problème c'est que le Parlement, les parlementaires peuvent faire du bruit, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous échappent, notamment ça. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur cet accord avec l'Ouganda, cet accord avec le Rwanda, on n'en sait pas grand-chose. Les bureaux de l'Assemblée nationale ne font pas un effort aussi pour demander à ce que ces accords passent au Parlement pour que nous puissions les examiner. Voilà, et là c'est des choses, c'est quand même des faiblesses. Ce n'est pas veut dire qu'il n'y a pas des députés qui les rappellent. Nous rappelons, moi j'ai eu à le rappeler. Mais parfois on se trouve dans une sorte dans un océan, quoi, où on n'arrive pas à faire bouger les cocotiers. Il faut qu'il y ait plusieurs députés. Il y a une sorte d'omerta dans cette histoire. Oui, il y a une sorte d'omerta. Il y a l'omerta au Congo sur plusieurs sujets, quoi. Hein? Il y a l'omerta au Congo sur plusieurs sujets. Mais nous avons vu presque bon, disons ça comme ça, hein, un rétropédalage où le président de la République, je l'ai vu, a décliné l'offre pour la construction de ce fameux village moderne à 30 millions de dollars. Pour vous, c'est la pression de la population qui a joué pour que le président décline l'offre? Je suis tenté de les penser parce qu'il y avait toute une levée là de boucliers, quoi, hein, dans les réseaux sociaux et tout. Je ne sais pas, je n'ai pas assez d'éléments, mais je suis tenté de penser. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens disaient, bon, c'est une bonne chose et de toute façon c'est un voisin, il peut nous aider quand il voit que nous avons des difficultés. Les réfugiés congolais ou ceux qui ont été touchés par l'éruption volcanique de Nyiragongo n'ont pas où se loger, ils sont à la Belle Étoile. Donc le président Kagame a été touché par sa magnanimité. Il a dit, bon, je peux le faire, ce sont nos voisins, nous sommes presque un même peuple à l'est de là-bas. Alors pourquoi pas? Pourquoi ça nous gêne? Pourquoi ça nous choque autant? Vous qui êtes originaire là-bas, peut-être vous comprenez ça mieux que nous, ces subtilités-là. Pourquoi ça levait ces boucliers, en fait? En fait, dans nos relations avec le Rwanda, il y a un préalable. Il y a un préalable parce qu'il faut quand même dire qu'il n'y a pas très longtemps dans l'histoire, le Rwanda a joué un rôle trouble chez nous. Hein, l'appui aux rébellions,
l'appui aux incursions. Que le président Kagame nie toujours. Hein. Vous voyez que Kagame a toujours nié. A toujours nié cela. Hein, alors, le rapport mapping est même contesté par Kigali. Hein, ces rapports qui répertorient toutes ces avec l'ambassadeur Vincent Karega qui appuie toujours. Voilà. Alors, un pays qui s'est toujours comporté comme ça, c'est difficile que des actes de bonne volonté soient vite accueillis, quoi. Il y a de la méfiance. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, il faut qu'on arrive effectivement à briser cette méfiance-là. Et je pense que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas puisque les présidents se rencontrent ou qu'ils s'appellent, l'un appelle l'autre frère, l'autre appelle frère. Ce n'est pas suffisant pour réconcilier les deux peuples. Les politiques ont fait à ce que le peuple soit en conflit. Ça, il faut le dire. Hein. Même s'il y a les petits commerçants qui traversent la frontière. Mais la réalité, c'est que le peuple congolais et le peuple rwandais ont été mis en conflit à la suite des politiques, des mauvaises politiques qui ont été appliquées et par Kigali et pas par Kinshasa. Voilà. Voyez un peu, et donc le peuple, la réconciliation ne peut pas venir du coup comme ça. Hein, ça doit être un processus. Il faut que le Rwanda cesse d'appuyer des mouvements insurrectionnels à l'est du Congo. Il faut qu'il y ait une justice, vérité et réconciliation à l'espace sous-régional. Et donc un acte de bonne volonté comme ça, tel que le Rwanda l'a exprimé, il fallait s'y attendre que ça rencontre tout un mur de méfiance du côté congolais. Il fallait s'y attendre parce que notre histoire avec le Rwanda, ça reste une histoire où on a un partenaire qui n'a pas voulu la paix chez nous et que la réconciliation, ça ne peut pas tomber comme ça, par un coup de baguette magique. Il fallait s'y attendre. Nous allons terminer par les investisseurs. Beaucoup disent que les chefs de l'État, par ces innombrables voyages, vont nous ramener les investisseurs. D'autres disent ils sont déjà là. Juvénal Munobo, vous sentez qu'il y a quelque chose économiquement en RDC qui a changé, qui bouge? Est-ce que vous sentez que nous sommes en train d'émerger vraiment? Parce que 3 ans avec Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ce grand pays, vous avez économiquement, j'ai bien dit, est-ce que vous sentez un changement? D'abord, je félicite Félix Tshisekedi pour sa politique d'ouverture. Parce que dans le monde actuel, il faut effectivement s'ouvrir et il en a profité comme président en exercice de l'Union africaine pour s'ouvrir davantage. Et dernièrement, vous avez vu au sommet du G20 à Rome, tout comme au sommet, disons à la rencontre, sommet la COP26, le COP26 à Glasgow. Vous avez vu, il était sous le coup de projecteurs, quoi. C'est une bonne chose par rapport à l'image du pays. Il faut toujours porter une bonne image à l'international. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de rentrée financière. Il n'y en a pas encore. À mon avis, parce qu'il faut dire la vérité. Souvent, ce qui est signé, c'est quoi? Ce qui sont signés, c'est des mémorandums d'entente et pas vraiment des accords de financement. Mais dans ta circonscription, est-ce que la population sent ce changement économique? C'est vrai, au niveau de Bretton Woods, des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, les fonds monétaires, il y a eu quelques annonces, des facilités de crédit qui a été annoncée dernièrement, c'est une bonne chose. Mais la question, vous avez bien fait de déposer la question, il faut qu'on évite une situation comme celle déjà vécue vers la fin du règne du maréchal, où il y a un programme avec les FMI, il y a des politiques d'ajustement structurel, mais sur terrain, on ne voit rien. Et la réalité, c'est que depuis que toutes ces annonces ont été faites, à Walikale, il n'y a rien. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a aucune route qui a été construite à Walikale, même sous Kabila. Il n'y a pas... pendant les 18 ans... Les projets 100 jours... Prenons les 18 ans du président 100 Kabila. jours, Walikale, non. Il n'y a rien. Chilejelous, Walikale, non. Il n'y a rien. Électrification, eau, tout, rien. Tout le temps que Kabila était au pouvoir, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a aucune gratuité route. De l'enseignement, Walikale, ça s'est bien passé? Ça patauge comme un peu partout. Donc il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il n'y a pas de route, le territoire reste enclavé, sérieusement. C'est 250 km Walikale centre et Goma. Vous pourriez bien, s'il y avait une route, n'y passer que quelques heures par moto ou par voiture pour y arriver. Mais là, vous pouvez faire 3 jours. Pour arriver à Walikale. Donc de Goma à Walikale, vous faites 3 jours. Vous faites 3 jours pour vous y allez 2 jours et demi, 3 jours. Vous y allez quand même. Chaque vacances, j'y vais et je vais y aller prochainement. C'est une zone où il y a infesté des groupes armés, des maïmaï et tout ça. Il y a de l'insécurité. Il y a un problème d'accessibilité, il n'y a pas de route. Mais il y a quoi comme richesse? Parce que le Congolais, de fois, nous nous arrêtons à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse à Walikale? Il y a énormément de richesses à Walikale. Il y a beaucoup de minerais, c'est les territoires les plus riches en minerais. Il y a la cassitérite d'abord, qui est en abondance. Il y a le coltan, qui est en abondance.
il y a des lors aussi, hein, lors des rivières, hein, dans la rivière Osso et dans les petites rivières qu'il y a à Walikale. Mais comment le peuple se retrouve comme ça, sans infrastructure, sans hôpitaux, sans écoles, il y a des entreprises, mais pas beaucoup. Il y a une entreprise à capitaux américain qui s'appelle Alphamine. L'entreprise paye des redevances à l'État. C'est l'État qui ne fait rien. Mais l'État ne fait rien. Il y a des redevances qui sont payées au pouvoir central. Il y a des redevances qui sont payées, je crois, 50% des recettes au pouvoir central, 25% je crois au niveau provincial et 15% au niveau de l'entité territoriale décentralisée. Mais le problème, c'est que vous ne trouvez pas des écoles construites, vous ne trouvez pas un centre médical ou un hôpital. Le problème, c'est ça. Les entreprises payent des redevances à l'État. Même chose pour les Katanga. Ils payent à l'État, mais l'État ne fait rien en retour. Ce n'est plus comme à l'époque des compagnies à charte. Hein, à l'époque belge des compagnies à charte, les compagnies elles-mêmes réalisaient les infrastructures sociales. Pourquoi on ne revient pas à ça si on sent que l'État... On disait que c'était de la colonisation, mais aujourd'hui, les gens ont de plus en plus la nostalgie de cette époque-là. Parce qu'au moins à cette époque, les compagnies à charte ont réalisé... C'est que nous ne parvenons pas à faire. Même à l'Équateur, vous allez trouver des infrastructures. Le peu d'infrastructures qui restent de l'époque belge, c'était réalisé par des sociétés. Hein, c'est soit la société qui faisait des huileries, qui a fait quelque chose à l'époque, c'est soit à Forescore. Même chez nous, à oui, c'est ça. Hein. Donc pourquoi ne pas revenir les sociétés à à charte ont pu faire quelque chose. L'Union minière du Haut-Katanga et tout ça. Mais actuellement, c'est quoi? Les Avec le code minier, c'est difficile. Avec les codes miniers, avec les codes de l'OCE, hein, et l'ODCE, je crois, l'OCDE. Actuellement, c'est quoi? Il faut payer à l'État. Et c'est l'État qui doit s'occuper de sa population. Oh là là, il ne faut pas demander trop à l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui passent des protocoles avec l'État, avec la population parfois aussi locale, mais vous voyez qu'ils ne sont pas tellement tenus parce que la charge d'amener le développement, de réaliser le développement incombe au gouvernement. En tout cas, accordez-moi 5 minutes parce que c'est vraiment une question de curiosité. Là, je parle aux juristes, hein, parce que beaucoup de gens m'ont dit de vous poser cette question. Nous avons suivi que les enfants de l'ex-premier ministre Kengo Adondo, puisque vous avez parlé d'ajustement structurel, ont déclaré séniles leur père, et leur père les poursuit en justice. Alors, je pose la question aux juristes. La sénilité, c'est quoi? Et est-ce que dans notre droit, c'est reconnu que les enfants peuvent... Ouais, c'est ça. Moi-même, je n'ai pas suivi vraiment ce dossier. C'est dans le droit, c'est vraiment d'une façon générale. La sénilité, c'est quoi? Est-ce qu'un enfant peut déclarer sénile son père? Et ça veut dire quoi? Si vous déclarez sénile votre père, ça veut dire quoi? Sur le plan juridique, simplement. Parce que c'est le cas Keng aujourd'hui qui est en exergue, mais je veux avoir une réponse d'un juriste. C'est quoi la sénilité? Est-ce que notre loi reconnaît la sénilité? J'interroge les droits congolais, je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas, il n'y a pas. Parce que peut-être, vous savez, les droits, c'est... Les droits est complexe. Il n'y a pas que il y a les droits français, il y a les droits belges. C'est peut-être à l'extérieur du pays qu'ils ont porté plainte. Il faut bien savoir c'est où exactement, mais dans notre droit, je ne vois pas cette possibilité. C'est ce que je voulais savoir. Dans notre pays, il n'y a pas... Je ne vois pas. Je sais un peu... Pendant que vous me posez la question, j'étais en train de voir dans le code de la famille, parce que c'est normalement ces codes qui devraient régler des questions comme ça. Je sais que quelqu'un peut demander à ce que sa filiation soit établie. S'il y a quelqu'un qui nie que non, c'est pas mon enfant, il y a une procédure. Si l'enfant a des éléments, il peut chercher à ce que sa filiation soit établie. Mais la procédure telle que vous, de la manière dont vous présentez la chose, je ne la vois pas. Je ne vais pas faire des analogies. Parce que les droits aussi n'admettent pas des analogies. Il faut qu'il y ait des précisions. Merci beaucoup en tout cas, Juvénal Munobo. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être passé. Merci pour vraiment, vous avez pris le risque de passer le barrage des policiers pour être avec nous aujourd'hui. Cela montre la considération qu'on a envers notre travail. Cela montre que Juvénal Munobo veut s'exprimer et en tout cas, il a été sérieusement attaqué et je crois qu'il a répondu. Je crois que les gens ont compris les nuances que je voulais apporter. Vraiment, je tenais aussi parce que moi, les attaques, je connais un peu, les insultes aussi. Nous voulons que nous fassions tous l'effort de guerre. Voilà, donc je pour connais... notre armée. Exactement. Mais il faut plus de moyens. Ce n'est pas seulement à partir des salaires. Des salaires. Il faut creuser là où l'argent Exactement. Il faut que les gens s'expriment, du choc des idées jaillit la lumière. Donc, vraiment, merci à vous. Vous avez compris le point de vue de Juvénal Munobo. La porte de la Lyon Télévision officielle vous est ouverte. Venez participer, venez vous exprimer. Et je crois que cela permettra à beaucoup d'entre nous de comprendre parce que l'ignorance crée la peur et la peur crée
complétez vous-même. Et évitons, je crois, si vous ne comprenez pas ou si nous ne partageons pas le même point, évitez les insultes parce que c'est devenu vraiment monnaie courante en République démocratique du Congo. On a, je ne sais pas d'où ça vient cette culture d'insulter carrément, que ce soit les femmes, les dames, les jeunes, tout le monde aujourd'hui avec cette machine ose insulter, mettre des voices, insulter carrément les gens, ça devient malsain, je le dis et je le redis parce que je suis une influenceuse comme on dit, ça devient malsain les insultes en République démocratique du Congo. Vraiment, on n'a pas vécu ça pendant 2 décennies, mais aujourd'hui ça a pris vraiment de l'envol. Arrêtons avec ça. Si vous ne comprenez pas le point de vue de quelqu'un, appelez-le, discutez. Je crois qu'on le fait beaucoup sur Twitter aujourd'hui, avec le Twitter Space. Vraiment avec Twitter Space, d'ailleurs, c'est là où je suis entrée quelques minutes et j'ai suivi les propos de Juvenal. C'est pour ça que j'ai tenu à la voir ici. C'est chaud, les gens vraiment s'expriment. Apprenons à nous exprimer parce que je me suis rendu compte que même dans les universités, nous n'avons plus de débats. Les universitaires ne débattent plus entre eux scientifiquement parce que voilà, et ça réjaillit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tellement nous sommes incapables de nous débattre, nous sommes capables d'émettre nos idées. La facilité, c'est les insultes. Merci à vous, merci à vous tous, merci vraiment. Et on se reverra à tous les téléspectateurs. Voilà, on se reverra prochainement, Inch'Allah.